Sur le plan épidémiologique, au cours de la vie, 40 à 45% des femmes et 20 à 30% des hommes ont au moins une dysfonction sexuelle manifeste, modérée ou sévère. La prévalence chez l'homme, elle est en augmentation avec l'âge. Elle atteint 2% seulement chez les hommes moins de 40 ans, mais elle peut atteindre 75% à partir de l'âge de 80 ans. Pour la définition, la dysfonction érectile a été définie dans les années 90 comme étant l'incapacité persistante pour un homme à obtenir ou à maintenir une érection de pénis suffisante pour permettre un rapport sexuel satisfaisant. En 2004, la définition est devenue comme étant l'incapacité persistante ou récurrente pour un homme à obtenir ou maintenir une érection de pénis suffisante pour permettre une activité sexuelle. Ces troubles doivent durer au moins 3 mois. Mais dans certaines conditions, telles que les traumatismes ou la chirurgie, telles que les prostatectomies ou les cystectomies radicales, le diagnostic peut être fait avant 3 mois. Sur le plan physiologique, la réaction sexuelle nécessite un équilibre entre les signaux d'excitation et les signaux d'inhibition. Donc, les signaux d'excitation naissent au niveau cérébral suite à une stimulation, peut-être une pensée ou bien un signal sensoriel transmis par les voies nerveuses efférentes au pénis. Et à son niveau, c'est-à-dire au pénis, les nerfs excitateurs libèrent de l'acétylcholine et de la noradrénaline qui va provoquer un relâchement des fibres musculaires lisses des artères péniennes qui seront engorgées de sang. Cet engorgement va comprimer les veines pour maintenir l'érection. Une érection normale est un phénomène vasculo-tissulaire complexe, influencé par plusieurs facteurs psychologiques, hormonaux, neurologiques, vasculaires et tissulaires. L'altération de l'un de ces facteurs peut entraîner une dysfonction érectile. Mais en réalité, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui est en cause. La dysfonction érectile en tant que phénomène physiopathologique peut être considérée comme un signe d'appel de ces pathologies et donc comme un symptôme parfois prémonitoire d'insuffisance coronarienne, d'un diabète ou d'une artérite distale. Donc pour les étiologies, on a la dysfonction érectile d'origine vasculaire. Sur ce schéma, on voit que les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète vont provoquer 2 modifications. Une modification morphologique par dépôt des plaques l'athérosclérose, sur la paroi des artères, donc provoquant ainsi une sténose artérielle avec insuffisance artérielle. Et des modifications fonctionnelles par altération de la relaxation musculaire, des fibres musculaires lisses des artères, avec altération de la vasodilatation, donc, qui aboutit à une insuffisance artérielle. Sur le plan local, donc on a une insuffisance caverneuse par atrophie des fibres musculaires lisses et fibroses, une altération de la relaxation, c'est-à-dire les corps caverneux ont les mêmes capacités ou les mêmes caractéristiques que les artères. La conséquence de cette anomalie, c'est d'avoir soit une dysfonction érectile avec une érection insuffisante et molle, ou bien une érection qui est normale, dure, mais la durée elle est de courte durée. Toujours dans les pathologies cardiovasculaires, on a le tabagisme qui est considéré aujourd'hui comme lui seul un facteur de risque de la dysfonction érectile. Les autres maladies cardiovasculaires sont l'hyperlipidémie, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance coronarienne, qui ont tous un point commun, qui est la dysfonction endothéliale. La dysfonction érectile d'origine neurologique. Plusieurs pathologies neurologiques donnent une dysfonction érectile, telles que les polyneuropathies, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Donc, toutes les affections qui touchent le système nerveux central ou périphérique, quelles que soient tumorales, inflammatoires, dégénératives ou traumatiques, peuvent donner une dysfonction érectile. La dysfonction érectile mixte, c'est le cas des diabétiques. Donc, l'incidence de la dysfonction érectile est plus élevée dans la population d'hommes diabétiques, parce qu'on a vu dans le chapitre précédent
Donc il y a une composante vasculaire par les dépôts des plaques d'athérome et par atteinte de la paroi artérielle. Mais chez les hommes diabétiques, la dysfonction érectile est plus fréquente en cas de neuropathie. En revanche, elle semble toucher de façon identique les hommes, quelle que soit l'extension de lésions athéromateuses. La dysfonction érectile liée au traumatisme, c'est-à-dire le traumatisme de bassin, ou bien post-radique, donc pour les cancers de prostate, de vessie ou de rectum, ou bien de testicules, ou bien les dysfonctions érectiles post-chirurgicales, notamment la chirurgie de la prostate lors des cancers, la prostatectomie radicale, ou bien la cystoprostatectomie radicale dans les tumeurs de vessie, peuvent donner des dysfonctions érectiles avec différents mécanismes. Soit c'est un mécanisme neurologique, par atteinte des bandelettes neurovasculaires, ou bien par atteinte vasculaire, donc atteinte des vaisseaux, et parfois c'est une dysfonction érectile d'origine psychogène. Autre étiologie, c'est la dysfonction érectile d'origine psychologique ou psychiatrique. Dans ce cas, la dysfonction érectile doit être évoquée en cas d'absence d'atteinte organique. C'est-à-dire c'est un examen d'élimination ou bien un diagnostic d'élimination après avoir éliminé toute atteinte organique qui peut expliquer cette dysfonction érectile. Mais le problème dans ce cas, c'est de faire la part des choses. S'agit-il d'une dysfonction érectile liée à la maladie elle-même ou bien c'est un effet secondaire du traitement de la pathologie psychiatrique? La dysfonction érectile d'origine endocrinienne. On sait bien que la testostérone joue un rôle important dans la différenciation sexuelle et la formation et la croissance des organes génitaux externes masculins. Donc, elle joue un rôle important dans le désir et le comportement sexuel chez l'homme. En revanche, l'hypogonadisme primaire et secondaire est souvent associé à une dysfonction érectile, mais pas de façon systématique. Les causes uronéphrologiques, l'insuffisance rénale chronique est un facteur de risque de dysfonction érectile et les mécanismes semblent multifactoriels. Dans les pathologies prostatiques bénignes, on a constaté que 25 à 45% d'hommes souffrant de prostatite chronique par exemple présentent une dysfonction érectile. Dysfonction érectile et médicaments. La dysfonction érectile induite par la prise médicamenteuse est plus souvent difficile à prouver et la substitution d'un produit par un autre est difficile à réaliser. C'est le cas des anti-androgènes donnés dans les cancers de la prostate. C'est des médicaments qui bloquent complètement ou partiellement la sécrétion de la testostérone qui entraînent la baisse de la libido et une dysfonction érectile. D'autres médicaments peuvent donner des dysfonctions érectiles, tels que les agonistes des récepteurs H2, la digoxine, les statines et les antiprotéases. Pour le diagnostic, on commence par l'interrogatoire, qui est une étape importante dans le diagnostic de la dysfonction érectile. On doit rechercher les antécédents, la notion de prise médicamenteuse, type de la dysfonction érectile. Donc, s'agit-il d'une dysfonction érectile primaire ou secondaire? Ses caractéristiques. Donc, on doit interroger le malade sur la rigidité, la durée de l'érection, la possibilité de maintenir un rapport sexuel satisfaisant, l'existence des troubles de la libido ou de l'orgasme, et surtout la relation dans le couple. L'examen clinique, il est indispensable, mais le plus souvent limité. Et en absence d'une atteinte organique évidente rapportée par le malade à l'interrogatoire, on doit analyser les caractères sexuels secondaires, un examen des organes génitaux externes, un toucher rectal pour apprécier la prostate, un examen cardiovasculaire à la recherche des facteurs de risque cardiovasculaire, un examen neurologique, et en cas de suspicion d'anomalie psychiatrique, un AV en psychiatrie est souhaitable. Donc, au terme de cet examen, on est devant deux situations.
soit on est devant une dysfonction érectile psychogène qui se caractérise par une apparition brutale, persistance de l'érection nocturne au matinal, baisse de la libido, donc c'est un malade qui n'a ni l'envie ni l'érection, absence de l'éjaculation, l'existence des facteurs de risque psychogènes ou psychiatriques tels que les conflits conjugaux, problèmes dans le travail, dépression, anxiété, troubles de l'humeur, avec un examen clinique qui est normal. Ou bien c'est une dysfonction érectile organique qui se caractérise par un début progressif, car les anomalies organiques généralement débutent d'une manière progressive avec aggravation dans le temps, disparition de l'érection nocturne au matinal, conservation de la libido, donc c'est des malades qui ont le désir, ils ont l'envie, mais ils n'arrivent pas à faire une relation sexuelle à défaut de l'érection. On peut avoir des éjaculations à verge molle, absence des facteurs de risque psychogènes et psychiatriques, donc une partenaire donc stable, pas de conflit, absence des facteurs déclenchants, personnalité à humeur normale, examen clinique en faveur d'une atteinte organique. Les examens paracliniques, examen de première intention, donc un bilan cardiovasculaire, une glycémie, une fonction rénale, un bilan hépatique et bilan lipidique complet, dosage de la testostérone, dosage de PSA, situation rectale anormale. Examen de deuxième intention, donc si on a une testostéronémie qui est basse, et pour faire la part des choses entre l'origine centrale et périphérique, on pratique le dosage de LH, FSH et prolactine. Pour les malades qui rapportent la notion de anérection, donc absence totale d'érection, on peut faire un test pharmacologique par injection de la prostaglandine E. Prise en charge thérapeutique, on a la psychothérapie, donc c'est bien expliquer au malade la dysfonction érectile, sa physiopathologie, et faire une éducation sexuelle et une thérapie de couple. Il faut insister sur l'hygiène de vie, donc éviter le surpoids, éviter le stress et l'anxiété. Pour les traitements pharmacologiques, on a les IPDU5, donc c'est un traitement de première intention par voie orale qui permet de faciliter l'érection, mais il nécessite une stimulation sexuelle. On a les injections intracaverneuses, telles que la papaverine, le phentolamine, mais le plus utilisé, c'est la prostaglandine E, qui est l'IDEX. C'est des traitements qui consistent à une injection au niveau du corps caverneux à la racine de la verge afin de provoquer une érection, et dans ce cas, elle ne nécessite pas la stimulation sexuelle. Mais le risque de ce traitement, c'est d'injecter une dose importante qui va provoquer du priapisme, donc une érection qui dure plus d'une heure et qui est douloureuse. Donc pour le traitement chirurgical, on a la revascularisation pénienne. Elle est indiquée pour les lésions post-traumatiques ou bien les fuites artério-veineuses. La technique, c'est de créer un shunt artério-veineux. Elle est indiquée pour les sujets moins de 65 ans, sans neuropathie ni diabète. Donc les complications, c'est l'hypervascularisation avec un taux d'échec qui dépasse les 40%. Le deuxième volet, c'est l'implant pénien. Donc le principe, c'est de remplacer les corps caverneux défectueux par des implants qui jouent le même rôle. On a plusieurs implants. On a des implants gonflables. C'est l'image à gauche. C'est un dispositif qui est constitué d'un réservoir placé en rétropubien, une pompe au niveau du testicule et un implant qui remplace les corps caverneux. Donc si le malade a envie de faire une relation sexuelle et avoir une érection, il appuie sur la pompe, donc le contenu qui est au niveau du réservoir va descendre au niveau de l'implant, créer ainsi une érection. Une fois le malade termine, il appuie sur la pompe et les réservoirs aspirent le liquide. Le deuxième implant, c'est les implants malléables. Donc c'est des implants qui sont modernes par rapport aux précédents. Ils sont simples à utiliser. Autre dispositif, on a les dispositifs à pression, ce qu'on appelle le vacuum. C'est les plus anciens.
les moins utilisés actuellement. Donc le principe, donc, c'est de faire aspirer la verge, donc créer une congestion au niveau de la verge et mettre un élastique au niveau de la racine de verge pour maintenir cette érection. Un dernier mot sur l'éjaculation précoce, qui est un motif de consultation très fréquent, qui rentre généralement dans le cadre de la prise en charge de la dysfonction érectile et qui se manifeste par une éjaculation précoce, c'est-à-dire une éjaculation qui se fait soit même avant la pénétration ou bien quelques secondes après la pénétration. Donc le traitement de cette pathologie, c'est la dépoxétine ou bien le clomipyramide à faible dose. Et on termine par la conclusion avec ce dicton qui explique bien la physiologie de l'érection. Et je vous remercie.